Bonjour à tous. Je vais vous raconter le chapitre 3, l'enfer, de Simone Veil, Une vie. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, liker et mettre vos commentaires. Je vous remercie. Alors, chapitre 3, l'enfer. Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit, avant même l'ouverture des portes. Nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens, puis les projecteurs aveuglants, la rampe de débarquement, la scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les nazis ne laissaient rien au hasard. Nous étions accueillis par des bagnards que nous avons aussitôt identifiés comme des déportés français. Ils se tenaient sur le quai en répétant « Laissez vos bagages dans les wagons, mettez-vous en file, avancez ». Après quelques secondes d'hésitation, tout le monde s'exécutait. Quelques femmes gardèrent leur sac à main sans que personne ne s'y oppose. « Vite, vite !» Il fallait faire vite. Soudain, j'ai entendu à mon oreille une voix inconnue me demander « Quel âge as-tu » À ma réponse, 16 ans et demi, a succédé une consigne. Surtout dis bien que tu as 18 ans. Par la suite, en interrogeant des camarades aussi jeunes que moi, j'ai appris qu'elles aussi avaient sauvé leur peau parce qu'elles avaient suivi le même conseil murmuré à l'oreille. Dis que tu as 18 ans. La file est arrivée devant les SS qui opéraient la sélection avec la même rapidité. Certains disaient « Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie de marcher, montez dans les camions. » Nous avons répondu « Non, on préfère se dégourdir les jambes. » Beaucoup de personnes acceptaient ce qu'elles croyaient être une marque de sollicitude, surtout les femmes avec des enfants en bas âge. Dès qu'un camion était plein, il démarrait. Quand un SS m'a demandé mon âge, j'ai spontanément répondu « 18 ans. » C'est ainsi que toutes les trois, nous avons échappé à la séparation et sommes demeurées ensemble dans la file des femmes. Bien qu'elle ait été opérée peu de temps auparavant de la vésicule biliaire et ait conservé des séquelles de cette intervention, maman, qui avait alors 44 ans, conservait une allure jeune. Elle était belle et d'une grande dignité. Milou avait alors 21 ans, et nous avons marché avec les autres femmes, celles de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné en béton muni d'une seule fenêtre où nous attendaient les capos. Des brutes, même si c'étaient des déportés comme nous, et pas des SS. Elles hurlaient leur ordre avec une telle agressivité que tout de suite nous nous sommes demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Elles nous pressaient sans ménagement « Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que de toute façon vous ne garderez rien. » Nous avons tout donné, bijoux, montres, alliances. Avec nous se trouvait une amie de Nice arrêtée le même jour que moi. Elle conservait sur elle un petit flacon de parfum de Lanvin. Elle m'a dit « On va nous le prendre ?» Mais moi, je ne veux pas le donner, mon parfum. Alors, à 3 ou 4 filles, nous nous sommes aspergées de parfum, notre dernier geste d'adolescente coquette. Après cela, plus rien. Pendant des heures, pas un mot, pas un mouvement, jusqu'à la fin de la nuit, entassées dans le bâtiment. Celles qui avaient été séparées des leurs commençaient à s'inquiéter, se demandant où étaient passés leurs parents ou leurs enfants. Je me souviens qu'aux questions que certaines posaient, les capos montraient par la fenêtre la cheminée des crématoires et la fumée qui s'en échappait. Nous ne comprenions pas, nous ne pouvions pas comprendre. Ce qui était en train de se produire à quelques dizaines de mètres de nous était si inimaginable que notre esprit était incapable de l'admettre. Dehors, la cheminée des crématoires fumait sans cesse. Une odeur épouvantable se répandait partout. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Nous sommes restées assises, à même le sol, dans l'attente de plus en plus anxieuse de ce qui allait nous arriver. Certaines essaient de s'allonger par terre, n'importe comment. Pour autant, elles ne parvenaient pas à dormir. 3 ou 4 heures se sont ainsi écoulées. De temps en temps, une capot qui se tenait dans un coin de la pièce se mettait à crier ou menaçait certaines d'entre nous de son fouet.
on parlait trop fort, on bougeait trop, que sais-je encore. De petits groupes s'étaient spontanément formés, les filles plus jeunes de leur côté, les plus âgées entre elles, et tout le monde discutait à voix basse, en échafaudant des hypothèses sur un sort dont nous ignorions tout. Puis, les capots nous ont fait lever et mettre en rang, par ordre alphabétique, et nous sommes passés l'une après l'autre devant les déportés qui nous ont tatoués. Aussitôt m'est venue la pensée que ce qui nous arrivait était irréversible. On est là pour ne plus sortir. Il n'y a aucun espoir. Nous ne sommes plus des personnes humaines, seulement du bétail. Un tatouage, c'est indélébile. C'était sinistrement vrai. À compter de cet instant, chacune d'entre nous est devenue un simple numéro inscrit dans sa chair, un numéro qu'il fallait savoir par cœur, puisque nous avions perdu toute identité. Dans les registres du camp, chaque femme était enregistrée à son numéro avec le prénom de Sarah. Ensuite, nous sommes passés au sauna. Les Allemands étaient obsédés par les microbes. Tout ce qui venait de l'extérieur était suspect à leurs yeux. La folie de la pureté les hantait. Peu leur importait que, par la suite, celles d'entre nous qui ne mourraient pas à la tâche survivent dans la vermine et des conditions d'hygiène épouvantables. À notre arrivée, il fallait à tout prix nous désinfecter. Nous nous sommes donc déshabillés avant de passer sous des jets de douche alternativement froids et chauds, puis toujours nus, on nous a placés dans une vaste pièce munie de gradins, pour ce qui en effet était une sorte de sauna. La séance ne parut ne devoir jamais finir. Les mères qui se trouvaient là devaient subir pour la première fois le regard de leurs filles sur leur nudité. C'était très pénible. Quant au voyeurisme des capots, il n'était pas supportable. Elles s'approchaient de nous et nous tâtaient comme de la viande à l'étal. On aurait dit qu'elles nous jaugeaient comme des esclaves. Je sentais leur regard sur moi. J'étais jeune, brune, en bonne santé, de la viande fraîche en somme. Une fille de 16 ans et demi arrivant du soleil, tout cela émoustillait les capots et suscitait leurs commentaires. Depuis, je ne supporte plus une certaine promiscuité physique. Après cela, nous sommes passés dans une autre pièce où on nous a lancé des vêtements, n'importe lesquels, des vestes déchirées, des chaussures dépareillées, pas à notre taille. Le prétexte pour ne pas nous rendre nos habits répondait à la même obsession de propreté. Il n'avait pas été passé au désinfectant. Ceux qu'on nous donnait prétendument propres étaient bourrés de poux. En quelques heures, nous sommes ainsi retrouvés démunis de tout ce qui avait fait jusqu'alors ce qu'était chacune de nous. La seule humiliation que nous n'avons pas connue, c'est d'avoir la tête rasée. La règle à Auschwitz-Birkenau voulait que toutes les femmes soient complètement rasées en arrivant, ce qui contribuait à les démoraliser. Lorsque leurs cheveux repoussaient, les capots les rasaient de nouveau. Afin de conserver une certaine allure, la plupart devaient alors porter un fichu sur la tête. Nous n'avons jamais su le pourquoi de cette exception, qui ne pouvait être due au hasard. Celui-ci n'occupait aucune place dans la vie des camps. Certaines ont imaginé que la Croix-Rouge avait annoncé une visite. Nous n'en avons jamais eu confirmation, et bien entendu, personne n'a jamais vu le moindre inspecteur de la Croix-Rouge à Auschwitz. 60 ans plus tard, lorsque je pense à la constance avec laquelle la Croix-Rouge internationale s'est efforcée de légitimer son comportement de l'époque, je reste à tout le moins perplexe. Au-delà de cette histoire de cheveux, des choses totalement incohérentes pouvaient survenir au camp. Nous n'allions pas tarder à les découvrir. Par exemple, quand nous eûmes plus tard la chance de travailler toutes les trois dans un petit commando où les conditions de vie étaient moins dures, maman est tombée très malade. Elle ne pouvait plus travailler. Le SS qui nous gardait a fermé les yeux et a fait le nécessaire pour qu'elle échappe à l'inspection qu'un garde a faite du commando. Quelque temps plus tard, une jeune Polonaise, un peu plus âgée que moi, a souffert d'une septicémie. Un SS est allé chercher jusqu'au village d'Auschwitz des sulfamides pour la soigner. La jeune fille a été guérie. Ainsi se déroulait notre existence dans une incohérence kafkaïenne. Pourquoi ceci, pourquoi cela, on ne le savait pas. Pourquoi les femmes enceintes avaient-elles un régime alimentaire de faveur, mais étaient souvent gazées après l'accouchement, tandis que les nouveau-nés étaient systématiquement assassinés.
Récemment, un ancien déporté a évoqué un détail qui m'a stupéfié. En application de normes allemandes très strictes en matière de prévention des maladies, les détenus qui effectuaient des travaux de peinture avaient droit à une ration quotidienne de lait, même si le lendemain ils devaient être envoyés à la mort. L'immense enceinte de Birkenau comprenait en marge du camp principal un camp de quarantaine réservé aux nouveaux venus pour une période limitée, qui tenait déjà de la détention la plus brutale, même s'il y était plus facile d'échapper au travail. Au printemps de 1944, les autorités du camp avaient décidé de prolonger la rampe de débarquement des convois pour la rapprocher des chambres à gaz. La main-d'œuvre du camp principal étant insuffisante, les déportés en quarantaine, dont nous faisions partie, ont été requis pour cette prolongation, permettant ainsi d'accélérer l'acheminement des convois. La plupart des déportés en quarantaine ont donc été mobilisés. Nous portions des pierres et faisions du terrassement. Mais comme nous n'étions pas encore affectés à tel ou tel commando, il nous arrivait de pouvoir nous cacher au moment de l'appel du matin. Notre attitude énervait les plus âgés qui, elles, n'osaient pas se soustraire aux ordres et craignaient les représailles des SS. Seules quelques-unes d'entre nous étaient dispensées de travail. Ainsi, les danseuses étaient réquisitionnées pour le plaisir de la chef SS du camp, laquelle appréciait la danse. Les musiciennes bénéficiaient en général du même privilège. Et dans mon convoi, une jeune danseuse a pu profiter de ce statut. Elle parvint même à garder sa mère auprès d'elle. Toutes deux ont survécu. Dès notre arrivée au camp, nous avons retrouvé les mêmes clivages de génération qu'au dehors. Aux yeux des aînés, les plus jeunes se montraient irresponsables et écervelés. Les jours où nous restions au bloc parce que nous ne travaillions pas, nos bavardages reflétaient ce clivage. Les jeunes femmes évoquaient indéfiniment leur amour, ce qui faisait rire les adolescentes. Je m'étais rapidement fait deux amies, Marceline Lorindon, qui faisait partie du même convoi que moi, vivante, gaie, plus jeune de 18 mois, et Ginette, qui avait le même âge que moi. Aucune de nous trois n'avait eu d'amoureux. Aussi, lorsque les autres se mettaient à parler de leurs affaires de cœur, nous levions les yeux au ciel. Elles s'obstinaient à nous répéter « Ah, vous ne savez pas ce que c'est la vie. Vous ne savez pas ce que vous perdez. » Pour faire bonne mesure, nous devions aussi subir les leçons de morale des plus âgés. Il faut manger n'importe quoi parce que sans ça, vous serez malade. Certaines avaient l'âge de maman qui, elle, jamais ne se serait comportée de cette façon. Loin d'importuner les filles de mon âge, elle en était au contraire adorée. Aujourd'hui, quand Marceline ou mes autres camarades, les dernières à l'avoir connue au camp, évoquent son souvenir, c'est toujours avec une exceptionnelle chaleur. Elle parle de sa douceur, de sa dignité, de son affection. Il est vrai qu'au fil des mois, maman était devenue la protectrice et le réconfort de toutes ces jeunes filles. La plupart d'entre elles n'avaient plus leur mère depuis longtemps ou l'avaient perdue dans les premières semaines de déportation. Bien des mois plus tard, en janvier 1945, lorsqu'on a appris notre départ du camp pour une destination inconnue et qu'avec des milliers d'autres déportés nous avons dû subir cette terrible marche de la mort, c'est encore elle qui sut réconforter tout le monde. Ne vous inquiétez pas, on s'en est toujours sorti jusqu'à maintenant. Il ne faut pas perdre courage. Au début, notre bloc était presque uniquement constitué de Françaises, et petit à petit, au gré des commandos auxquels nous étions affectés, quelques changements sont intervenus. Mais nous sommes essentiellement restés entre Françaises. La surveillance et le contrôle étaient assurés par celles qu'on appelait les Stubova, des Juives déportés, comme nous, le plus souvent polonaises. Les sévices lourds restaient le privilège des SS, mais ces filles ne se gênaient pas pour nous distribuer des gifles et des coups. Tout au long de ma détention, elles se sont montrées plutôt gentilles avec moi, comme elles l'étaient d'ailleurs avec les plus jeunes. Nous nous heurtions alors à un autre problème, il fallait se méfier lorsqu'elles devenaient trop entreprenantes. La plupart d'entre nous avions beau être naïves et innocentes, nous étions suffisamment alertés. Nous savions que si une capo offrait une tartine avec du sucre, elle ne tarderait pas à dire « Ah, si on dormait là toutes les deux, ça serait si bien ». Il fallait avoir le courage de lui répondre « Merci, ça va, je n'ai pas sommeil ». Cette ambiguïté sexuelle rôdait en permanence dans les rapports de ces femmes avec les plus jeunes.